Bonjour, Eslamanoun, Marahba. Je m'appelle Taous et je vais vous présenter Meshahou. Meshahou est un podcast de conversations intimes avec des Algériens et des Algériennes qui entreprennent dans le milieu artistique et culturel. Ils ont en commun d'être passionnés, créatifs, imparfaits, inspirés et surtout inspirants. Ils font de leur mieux et ils font. Chaque épisode vous fera découvrir une nouvelle personnalité, son parcours et ce qui l'a poussé à tracer son propre chemin. J'espère que cela vous inspirera, que cela vous chatouillera les oreilles. En tout cas, j'ai un immense plaisir à partager avec vous ces moments intimes. Meshahou. Meshahou. Dans ce dernier épisode de la saison 2 de Meshahou, eh oui, c'est déjà la fin. Mais rassure-toi, je te retrouve à la rentrée avec la saison 3 qui j'espère continuera à te chatouiller les oreilles. Et pendant l'été, tu peux continuer à me suivre sur Instagram, Facebook ou écouter ou réécouter les différents épisodes des Algériens et des Algériennes qui m'ont raconté leur parcours sur ta plateforme d'écoute préférée. Donc je te disais, dans cet épisode, je rencontre Mehdi Hachid, artiste audiovisuel. Avec Mehdi, nous avons parlé d'amour, du géocentrisme de l'être humain, de la couleur de sa cape d'enfant. Il nous a parlé aussi de sa vision de la transmission et de son rapport à ses émotions. Merci à toi, Mehdi, d'être venu nous narrer ta Meshahou avec autant de sincérité, d'humilité et surtout de questionnement. Meshahou. Meshahou. Bonjour Mehdi. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Cool. Merci beaucoup d'avoir dit... Ah, c'est le matin. J'arrive pas à parler. D'avoir dit oui à mon invitation. Comment dire autre chose que oui à ta invitation? Ah, Merci c'est beaucoup. chou. Merci à toi de m'avoir invité. La première personne qui m'avait parlé de toi, c'est Ahmed Zitouni, qui m'avait envoyé un message en me disant il faut que tu rencontres cette personne-là. Et donc, merci beaucoup Ahmed, parce que c'est clair que je suis ultra contente de t'avoir en face de moi. Ça me fait plaisir, merci. La première question que je pose à mes invités, c'est est-ce que tu veux bien te présenter à nous? Ok, donc Mehdi Hachid, artiste visuel, algérien, africain, humain, bipède. Je crois que ça suffit à ma présentation, non? Juste ça. Pourquoi tu soulignes le être humain bipède? Dans ma démarche, enfin dans ma recherche en Ouais. tout cas, j'essaie de dissocier, de faire taire le géocentrisme qu'a l'être humain sur lui-même et le fait qu'on se croit au centre de tout. Et je crois que c'est un des principaux soucis de la société moderne. Et si on arrive à avoir une vision un peu plus large, en nous considérant uniquement en tant qu'espèce, sur une petite planète bleue, perdue parmi des milliards d'autres planètes, ça pourrait un petit peu aider à baisser l'égoïsme et les décisions, voilà, tout simplement, décisions égoïstes de l'être humain, sur sa planète, sur lui-même, sur sa famille, sur les espèces avec qui il vit autour. Et le fait que tu sois être humain, tu te genres ou pas? Est-ce que tu es un être humain masculin ou est-ce que tu es un être humain féminin? Je suis un être humain. Ouais. Point. C'est chouette. T'es quel type d'enfant? Quel type d'enfant? J'étais le petit prince. Ouais, je suis le premier cousin d'une longue série de cousins. D'accord. Donc, puis ma mère m'a eu très très jeune, elle avait 20 ans. D'accord.
Et tous mes oncles et mes tantes, j'ai grandi chez ma grand-mère, entre mes parents, mon père et ma mère, et chez ma grand-mère aussi. Donc tous mes oncles et mes tantes ont à peu près 5-6 ans de plus que moi, donc c'est finalement mes frères et mes sœurs, et j'étais le jouet un petit peu de tout le monde. Ouais. C'est-à-dire, il me prend avec lui, là, je me prends avec lui, donc c'était vraiment le jouet, et j'étais très curieux, j'ai tout le temps été très 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 curieux de plein de choses. Je mettais ma cape et je me prenais pour le roi. Mais voilà, j'ai toujours aimé jouer, aimé découvrir de nouvelles choses, discuter et être au centre de l'attention aussi. Ah ouais, t'aimes bien? J'aimais. D'accord. Bien. En tant qu'enfant? Oui. Ouais. Et elle était de quelle couleur ta cape? Elle était géniale, enfin ça ne l'avait pas parce que à chaque fois c'était ou un drap, ou un tissu, ou un foulard. Non. Du coup, tu disais que tes oncles et tes tantes, vu que tu n'avais pas un écart d'âge très différent, c'était tes frères et sœurs. Est-ce que tu as des frères et sœurs biologiques? Yes. Ouais. Sofiane a un petit frère qui est musicien, poète aussi. 5 ans de différence entre nous, mais c'est mon meilleur ami. Donc tu es l'aîné. Ouais. Où tu ressens la différence quand on est l'aîné d'une fratrie ou le dernier, ou pas du tout? Je crois qu'on la ressent de moins en moins avec le temps. En tout cas, à un moment, tu la ressens quand tu as 15 ans et ton frère en a 8. Ouais. Tu peux pas la ressentir. Mais à partir d'un moment, surtout après, vraiment après la fin des études, début du boulot, un peu les voyages, etc. Moi, aujourd'hui, Sofiane et moi, on a pratiquement, je veux dire, on n'a pas d'âge. Oui. C'est mon frère, je sens pas que c'est l'aîné ou pas. Parfois, c'est lui qui me conseille, d'autres fois, c'est moi. Donc, il n'y a pas vraiment cette partie-là. Mais c'est vraiment périodique, ça dépend du moment. Et tu grandis où, du coup? Je grandis à Alger. D'accord. Je suis né à Cuba, j'ai grandi à Alger, j'ai grandi aux Sources, à Bermondresse. Ouais. J'ai fait mes études là-bas, primaire, CEM, collège, etc. Bon, j'ai beaucoup changé d'école à gauche à droite, mais je suis toujours revenu chez ma grand-mère finalement, cette dernière année, jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, toujours Alger, jusqu'à ces derniers temps, j'ai commencé à découvrir un peu Janet. En fait, j'y suis allé très très jeune, en bas de coupure terrorisme, donc pas moyen de bouger. Ma tante est archéologue et historienne de l'art, donc elle a beaucoup travaillé sur place à Janet. D'ailleurs, j'ai marché à Janet. La première fois que j'ai marché, c'était à Janet. Ah ouais. Et c'est ma ville d'amour, moi, Janet. Cette année, je suis pas descendu, j'ai Ah ouais, la rage. ça te manque. Ouais, ça me manque. C'est au-delà du manque, en fait. C'est vraiment, je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est viscéral. C'est viscéral. Je pleure à chaque fois que je rentre à Alger parce que je sais ce que je vais redevenir à Alger et je me déteste. Ouais. Je n'aime pas ma version de moi-même quand je suis là. Par rapport au stress, par rapport à la vitesse, par rapport à... J'aime beaucoup faire 2 millions de choses à la fois. Et alors que quand je suis à Janet, je fais aussi plein de choses à la fois, mais j'ai toujours le temps de bien manger, d'avoir le temps de dire je t'aime aux personnes que j'aime, d'écrire beaucoup, de travailler mes images, de sortir marcher, d'être perdu pendant des heures. Et c'est très important pour moi de le faire. Quand je passe un petit mois ou 2 à Janet, je me ressource complètement et je remonte avec beaucoup d'énergie. La plupart des projets que j'ai faits ces dernières années ont été écrits à Janet. Bah, tu montes et tu passes un mois ici, et puis ça commence, et j'habite maintenant à la côte, et en face d'un barrage, et les sirènes, et les pompiers, et tout le monde. Et ouais. Mais du coup, quand tu es à Janet, est-ce que Alger te manque? Je crois que même si je suis à Alger, Alger me manque. Là, déjà, Alger me manque. Ouais. Parce que j'ai mon Alger à moi, Et c'est quoi ton Alger à toi? Qu'est-ce qui te manque quand tu es à Alger? 8 millions d'habitants en moins. Ouais. Déjà. Pas un peu moins de voitures. Ouais. C'est devenu pas possible. J'ai l'impression que c'est moi l'intrus. Je me sens plus chez moi. Quand je marche, pourtant je suis simple, là, je m'habille pas d'une manière extravagante ou là, mais je me sens... oui, t'es venu en pyjama. Je suis pas... Voilà, quoi. Si je sors dehors en pyjama, ça me dérange pas, tu vois. Ouais. Mais en même temps, il y a certaines qsra bin nas, il y a certaines une certaine odeur, il y a un certain charme. Les enfants, on en voit de moins en moins dehors jouer à des jeux. Bon, j'ai pas le complexe de l'âge d'or, hein. Je ne dis pas que les générations sont meilleures que d'autres. Chaque génération est
et Space. Et celle-là aussi, d'ailleurs, il faut les voir. Ils parlent tous anglais, ils ont tous des tablettes. T'as vu, c'est mortel. C'est génial Ouais. aussi parce qu'ils Ouais. évoluent très vite. Ouais. Surtout avec l'anglais. Nous, l'anglais, zéro. Ouais, zéro. Ça, Je suis zéro. Catastrophe. T'as quel âge, Mathieu? J'ai 32 ans. 32 ans? Yes. D'accord. Je suis né en novembre 88. Ouais. Et je suis scorpion. Tu t'intéresses à l'astrologie? Je m'intéresse à l'astronomie. D'accord. Qui n'est pas du tout la même chose que l'astrologie. Non, même mais si c'est lié. C'est via l'astronomie que je suis un petit peu rentré vers l'astrologie, la numérologie. J'adore les paradoxes et les complexes et les choses qui sont pas explicables. Et j'aime bien non pas rentrer dedans juste pour y rêver, mais pour vraiment donner une logique à tout ça et que ça soit un cube dans ma tête, bien placé dans sa place. Ouais. Je crois pas spécialement à l'astrologie qu'on retrouve dans des magazines, etc. Oui. Parce que c'est pas l'astrologie. Mhm. Mais si on revient aux alchimistes et la relation des éléments, je crois en la théorie du tout. Je sais que tout est connecté d'une manière ou d'une autre, qu'elle soit physique, chimique, vibratoire ou autre. Nous sommes connectés à tout ce qui nous entoure. Je crois profondément que la différence entre moi et cette table, c'est juste la vibration à laquelle nos atomes vibrent, vu qu'on est fait du même atome. Ouais. Donc je ne refuse pas l'astrologie ni tout autre médium qui pourrait me rapprocher à cette idée-là de tout. Ouais. Et ça m'aide aussi, même dans ma foi, je crois en Dieu. Mhm. Beaucoup. Et plus je m'éloigne des religions, plus je me rapproche de lui, j'ai l'impression en tout cas du visuel que j'ai de lui dans ma tête. Ouais. Et ça me réconforte de le trouver dans une plante ou dans un papillon ou dans une fossette. Ouais. Un peu partout comme ça, de voir toute cette mécanique qui revient un peu partout. Et du coup, quand t'étais petit, on te parlait comment? Alors moi j'ai une double éducation. Bon, je t'avais dit, j'ai grandi chez mes grands-parents, côté maternel. Mes parents ont toujours été aux petits soins. Ouais, toujours beaucoup même. Et puis il y avait toujours un bouquin qui traînait quelque part, qu'il fallait que je lise. Il y avait toujours une question que je posais et jamais ni ma mère ni mon père ont évité une réponse. Ils m'ont toujours donné une réponse à ton niveau, à mon niveau, et qui a continué à évoluer jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a vraiment beaucoup d'ouverture, beaucoup de compréhension, beaucoup d'amour de l'autre. Ma grand-mère, c'est une petite perle. Donc elle m'a, en l'observant, j'ai compris ce qu'était aimer quelqu'un jusqu'à s'en effacer. Ouais. Et ça m'a aussi aidé à comprendre des choses au fur et à mesure, à m'ouvrir l'esprit. Ensuite, quand j'ai grandi aux sources et que j'ai fait aussi du karaté très jeune, j'ai grandi au golf, dans 2 quartiers populaires, très chauds. Donc la partie rue, on va dire que c'est pas qu'elle m'a sauvé un petit peu la vie, mais elle m'a fait l'équilibre entre la partie papichot et la partie, tu vois. Donc il y a la partie brrra, la bagarre, le truc, j'ai appris au fur et à mesure, et puis la dureté aussi de la vie, du homa, etc. Et la partie aussi très fine, très travaillée de la partie un peu littérature, art. Et du côté de ma famille paternelle, ils sont tous ou psychiatres, ou écrivains, ou plasticiens, ou archéologues, ou ils sont tous dans la création ou dans l'édition. Donc ça m'a aussi aidé de maîtriser les outils très tôt, d'avoir des crayons, d'avoir des pinceaux tout le temps, de faire de la gravure, de la sculpture, de grosses installations avec ma tante. J'avais 10, 12 ans. Ouais. Donc c'est vraiment... Maintenant je me rends compte que c'était très important, et ce que j'essaie de faire, c'est d'essayer vraiment de proposer un espace où on peut apprendre le maximum de choses très jeune, parce que je crois qu'il y a un petit virage très important qu'il ne faut pas qu'on rate. Et à ton avis, il est quand le virage, ce virage-là? Je pense qu'il est entre 8 et 12 ans. C'est là où on doit prendre les derniers bagages finalement, avant de commencer à refuser les parents et à refuser la famille, à refuser ce qu'on connaît déjà, et pour être bien préparé à faire les futures bêtises que tu es censé faire, sans prendre le risque. Par exemple, si je prends l'exemple des enfants, des ados aujourd'hui par rapport à la sexualité, il y a
pas d'orientation, on ne parle pas de plein de choses, et on se retrouve avec des gens affectés, avec des gens malades, avec des gens pour une broutille, alors que ça aurait pu prendre 15 minutes de discussion. C'est important, ce genre de choses. Quelles sont les valeurs que tes parents t'ont inculquées, qui restent dans ce bagage-là que tu as pris avec toi? Déjà de ne pas juger, d'être toujours à l'écoute des autres et d'aider. Ça s'est transformé en problème d'ailleurs. de trop aider parce que à un moment tu t'oublies et tu aides les autres et tu t'oublies toi-même et tu fais. Mais c'est quand même une valeur de départ, mal gérée ensuite, mais c'est une valeur d'être vraiment. Et puis de ressentir, d'avoir de l'empathie. Surtout l'empathie, être empathique, essayer de ressentir, parce que je crois qu'aujourd'hui, si on n'a pas d'empathie, si on a peur de sa sensibilité, on ne peut ni être heureux, ni être fâché, ni être déçu, ni être... C'est vraiment... Je crois qu'on a été éduqué pour vraiment vivre à fleur de peau, tu vois. Vivre intensément toutes les émotions qu'on a, en ayant le minimum d'impact négatif et sur notre planète, parce qu'on a toujours été... Ma mère a toujours été... Au petit soin, c'est vrai, mais jamais peu. C'est toujours bien calculé, bien maîtrisé, pas d'eau par terre, pas de gaspillage. Pas de gaspillage. Ouais. Et puis dans ma famille, dans ma grand-mère aussi, on était 11 à la maison, donc c'était un planning de ouf. Ouais, l'armée. Donc voilà, mais on a toujours eu tout ce qu'on a voulu, mais à des doses régulières et maîtrisées et contrôlées. Et puis on a toujours été poussé vers aider le voisin, aider le truc, aider Hadak Miskin, enlever ça. Mais c'est vraiment toujours le partage avec les autres. L'acceptation de l'autre et le partage. Je crois que c'est les deux grandes valeurs que je garde jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu as des enfants, Mehdi? Non. T'aimerais en avoir? Oui. Ouais. Et du coup, Et du coup, si un jour tu as des enfants, quelles sont, toi, les valeurs que tu veux leur inculquer? Pas d'école. Ouais. Non, si quand même. Pas d'école, mais un apprentissage. Un apprentissage et une sociabilité minimale, parce qu'il faut quand même être en groupe, en société, etc. Mais pas d'école. Je suis contre le principe de se poser sur une chaise pendant 13 ans de ta vie et qu'on te dise « tais-toi et écoute » pendant 13 longues années à écouter quelqu'un sur lequel tu n'es pas spécialement d'accord. Tu vois. Ouais. Apprendre à jouer, respecter son environnement, ça veut dire les personnes et les animaux et les plantes qui vivent autour. Ne pas avoir peur de dire ce qu'on pense, de sentir, pas avoir peur de pleurer, de crier, de gueuler, d'être vivant. Et surtout, je crois, d'être curieux, d'être le plus curieux possible. Alors c'est quoi curieux? Curieux de la vie, du fonctionnement, savoir comment fonctionne un micro, le démonter, savoir comment fonctionne une voiture, savoir comment monte une fleur, savoir comment un coucher descend. Bien qu'il n'y a pas de coucher de soleil, c'est une erreur. C'est nous qui nous couchons par rapport au soleil. Être curieux des choses, être curieux, être dans la nature, être dehors, blafa, par terre, toucher la terre, faire plein de choses. Évidemment, et on en discutait d'ailleurs avec ma mère qui me disait hier, où s'arrête la responsabilité des parents par rapport à l'éducation? Est-ce que j'ai éduqué des hommes? Est-ce que j'ai éduqué des enfants et à un moment un harbolé, ils sont partis? Est-ce que... Et il y a toujours cette partie-là, et je crois que c'est ça, pour moi, l'éducation, c'est pas apprendre à quelque chose quelqu'un, donc à son fils quelqu'un, mais c'est de lui donner les outils pour faire lui-même le choix qu'il a à faire par rapport à cette chose-là. Et j'espère pouvoir avoir des enfants pas trop... Pas trop quoi? Pas trop impossible à éduquer. Et du coup, tu leur donnerais, quel est le premier outil que tu leur donnerais, toi, à tes enfants pour affronter cette autonomie ou ce libre arbitre ou Premier outil, déjà leurs mains, leur cerveau. Ouais. Apprendre à réfléchir, apprendre à toucher à tout et à créer des choses avec d'autres choses. Ouais. Je pense que c'est la première des étapes, à toucher de la terre, à mettre un arbre au sol, à faire un fruit, à caresser quelqu'un, à caresser un animal, mais aussi à détruire un objet pour en faire quelque chose de différent. C'est pas que de la douceur, la violence est aussi nécessaire comme dans un processus créatif. Toute action finalement
est bonne quand elle est bien maîtrisée. Mais voilà, les travaux manuels. Moi, j'ai grandi pas manuel du tout, je suis nul en bricolage. Ouais. Zéro, hein. Zéro. Catastrophe. Mais j'ai toujours fait beaucoup de choses au-delà du bricolage. Hein. Je veux dire, aujourd'hui j'en fais parce que pour mes installations j'ai besoin, etc. Mais sinon j'ai horreur de placer par exemple un évier ou une porte à la maison. J'ai horreur de ça. C'est pas possible. Heureusement que j'ai mon frère ou des potes à côté. S'il te plaît. J'aime pas, tu vois. Ouais. Mais je suis très électronique, par exemple. Je me rappelle, mon père avait ramené un ordinateur en 98, un truc comme ça, le premier ordinateur. Ben, je l'avais démonté avant de l'allumer. Tu vois, j'ai été tellement curieux de voir c'est quoi la bête dedans. Ouais. Et je crois que c'est important de toucher à la partie électronique, végétale, et vraiment toucher, parce que le pouce préhenseur, c'est ce qui fait de nous, n'est-ce pas? Ouais. Ce qu'on est aujourd'hui. Et voilà, vraiment toucher à tout et essayer de nouvelles choses. Et la sédentarité, c'est la mort. Ah ouais. Bouger. S'il y a moyen de changer de ville chaque 6 mois, j'aimerais pouvoir offrir ça à mes enfants en tout cas. Aller, même si je sors pas du pays spécialement, mais aller faire des contrats ou des films ou des choses à gauche à droite, mais emmener tout le monde. Bouger chaque fois, comme font les Touaregs. Les Touaregs dans le sud-est, il y a 6 mois d'école et 6 mois d'origine, c'est dans une autre école. Et tous les profs se déplacent et l'école se déplace parce que le web se déplace, parce que la saison se déplace. Et donc, tu seras un très bon papa. Ben, j'espère bien. Ceci est une annonce. Non, ça par contre, c'est un autre problème. Dans quel sens? Dans le sens que ça sera peut-être une Macharo encore un peu plus intime. Et là, il me faudra ma cigarette. Je peux pas rentrer dans ces sujets-là sans la cigarette. Non, mais dans le sens des relations humaines, dans le sens des relations des personnes et du choix qu'on doit faire par rapport à la société, du choix qu'on va faire par rapport à l'école, à la femme, à l'enfant, à l'homme. Bref, c'est pas... Je sais, par observation, je vois que toutes les personnes autour de moi, que post-mariage et post-enfant, il y a des transformations qui sont parfois magiques, de pouvoir vivre l'amour, peut-être vrai, et de pouvoir se donner à quelqu'un et pouvoir... c'est toi, c'est un bout de toi, c'est spécial, j'ai vraiment envie de vivre ça. Mais à côté, il y a aussi beaucoup de sacrifices et beaucoup de changements pratiquement de l'identité de la personne. Parce qu'il y a une fusion, parce qu'il y a des compromis, parce qu'il y a un quotidien, parce qu'il y a une définition de la réalité qu'on devrait suivre qui ne correspond pas forcément avec ses principes. C'est peut-être une peur aussi, mais ma liberté de penser est primordiale. Ouais. Peut-être pas la liberté de l'action, parce qu'on n'est jamais libre d'agir comme on veut. Mais au moins de penser, je dois garder mes réflexions et mes pensées à moi, c'est important. C'est important sans couper l'échange ou apprendre de nouvelles choses, hein, mais je suis libre de penser comme je veux. Même si on le vit tous, on est Algériens, on vit là, on vit dans une société terriblement difficile. Très 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 difficile, hein, et c'est en sortant qu'on le voit. Et si on perd déjà... On a perdu beaucoup de choses, mais si on perd notre liberté de penser, dès qu'il y a l'ourda, comme dirait ma grand-mère. Comment tu te sens actuellement avec tes émotions, Mahdi? C'est le bordel. Je te jure, en ce moment, c'est la cata. C'est vraiment... mais j'ai pas... C'est fatigant. Ça m'épuise, mais je rejette pas. Je les rejette pas, je les laisse venir. Ça fait 2 mois maintenant que je suis sur une vague très space. Je peux tomber amoureux de n'importe qui à n'importe quel moment. Je peux vraiment... je sais pas, moi je peux être en totale admiration devant ça, par exemple, qui me rappelle quelque chose. Et je peux être violemment touché par une image, par une pub, par exemple, ou par une réaction, mais c'est très extrême. Et je crois qu'être très proche de mes émotions me rapproche plus de mon humanité. Et ça me fait du bien.
de pouvoir le faire. Et c'est vrai qu'il faut assumer derrière parce que les gens sont durs, le monde est dur, les gens sont violents, ils te jugent, ils te considèrent, ce qui est aussi un jugement. Ouais. Et c'est violent d'avoir tout ça. Mais je crois que je suis arrivé à me détacher assez pour pouvoir avoir mon petit cocon en moi, sans la retraite. Je suis en plein dans la société, mais quand j'appuie sur mon bouton et je suis dans mon univers, je change d'univers et je suis dans le même environnement tout en changeant d'univers. J'accepte s'il y a de la joie à l'extrême, je la prends. S'il y a tout ce qui peut être extrême, je le prends. En ce moment, c'est comme ça. Ouais. Je surfe sur ça et on verra bien où ça va mener. Et du coup, la dernière fois que tu as pleuré, c'était quand? La dernière fois que j'ai pleuré, c'était hier, parce que quelqu'un avait vécu une situation un peu délicate et j'étais mal pour cette personne-là. Donc par empathie. Oui, par empathie. Quel est le film ou une musique ou une expo? Bon, actuellement les expos c'est un peu plus compliqué, mais quelle est la dernière fois où tu as été face à une œuvre, à une création, et ça t'a complètement chamboulé? Une interprétation, ça m'a beaucoup touché la semaine dernière, de Hind Bokella, qui était à la maison, qui est passé me rendre une petite visite avec Youssef Bouzidi, et qui a chanté tout doucement, avec sa petite guitare, tout doucement. C'était beau, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien de l'entendre. C'était très très fin, et pas violent du tout. Je sais pas si tu as entendu chanter. Si. Elle est magique cette fille. Ah, il y a un film qui m'a beaucoup touché. Vas-y. Il s'appelle, je crois, 124 ou 129 battements par minute. C'est un très très beau film où on est à Paris, les années 90, où il y a un de mes comédiens préférés qui joue Arnaud de Valois, si tu connais. Oui. Qui est aujourd'hui réalisateur aussi. Et ça raconte l'histoire d'une association qui se bat pour commencer un petit peu à vulgariser, à parler à la télé, à la radio, sur les infections qui commencent vraiment à grossir autour du VIH en France. Je sais pas, moi il m'a vraiment touché ce film-là. À tous les niveaux, il m'a vraiment touché. T'es cinéphile, Mehdi? Je crois, ouais. Ouais, je vois beaucoup, même si je me rappelle pas de tout, ni de tous, en tout cas les comédiens, mais j'adore le cinéma, j'aime beaucoup. Si Mehdi Hachid devait être un film, ça serait lequel? Je sais pas. Ça serait un mélange entre N'oublie jamais, Devdas et Matrix. Est-ce que tu te souviens le jour où tu t'es dit je vais prendre ce chemin-là, au niveau artistique, au niveau métier, au niveau... Je crois que je fais tout pour ne pas avoir à répondre à cette question sur une longue durée. C'est-à-dire que je suis quelque chose au moment où je le suis, à ce moment-là précis. C'est vrai que j'ai fait le choix qui n'est pas évident d'arrêter. J'étais parti en master en communication, je suis de formation marketing, j'ai toujours eu une caméra dans les mains, j'ai pris cette passion, je l'ai volée à mon père. Ce qui est... oui, parce que c'était interdit d'avoir une caméra à la maison. D'accord. J'étais le seul qui pouvait prendre des photos, des mariages, des trucs. J'adorais ça. C'est après que j'ai compris un petit peu mon amour et mon complexe pour le temps et pour la mémoire. Mais j'ai toujours voulu m'arrêter et photographier tout le temps. Je le fais tout le temps. Je crois que c'était après mes études où j'avais essayé de faire une entreprise, ça s'appelait 2DS, 2D Solutions, où je proposais des solutions marketing, mais c'était un marketing déjà qui n'existait pas ici. Et j'étais pas assez formé, pas assez de compétences et pas de marché disponible pour faire ce que je voulais faire. On m'a proposé d'exposer mes photos, je me rappelle, et je l'ai fait. Et c'est là où je me suis dit, d'abord c'est un kiff, c'est génial. Ensuite les gens aiment bien apparemment. J'avais tout vendu, l'expo ADEC. C'était des petites images, c'était pas de grosses trucs, mais c'était des images d'amis, de sorties, de Sahara, de petites choses comme ça, pas de démarche précise. J'ai toujours été beaucoup dans le contraste et dans le style que j'ai gardé. Finalement, j'ai un petit peu peut-être affiné, mais c'est pratiquement la même chose. Et ensuite,
kiff donc continuer les études, etc. Et je me rappelle, il y a un moment, je me suis dit non, il faut que je m'arrête de perdre, il faut que j'arrête de perdre du temps à gauche, à droite. Il faut que je me lève le matin, que je prenne mes photos, que je prépare mes cadres, que je travaille mes textes, que je fasse que ça, uniquement ça. J'arrive toujours pas à le faire, concrètement, même si j'ai mon atelier, j'ai le temps pour tout le faire. Mais je suis tellement curieux et intéressé de plusieurs choses, que ce soit dans le management, que ce soit dans la création, déjà rien que dans l'art, entre la photo, la peinture, la sculpture, l'installation, je suis pas perdu, au contraire, parce que c'est un tout. Je suis de base photographe. Ça veut dire que je regarde ma vie en tant que photographe. Je prends mon café en tant que photographe. Si j'ai besoin, là, maintenant, de prendre du recul, dans ma tête, je change d'optique. Tu vois, je prends un 14 mm. Alors que si j'ai envie de me rapprocher plus vers toi sans pour autant être trop collé, je prends un 200 mm. Et ça, pardon, t'en as pris conscience dès le début ou c'est venu après? Non, c'est venu bien après. Ouais. Dès le début, c'est clair que je voulais faire, j'aimais ça, mais c'est après que je me suis dit, bon... Et que par instinct, quand tu voulais prendre un 14, comme tu dis, c'est que tu te reculais, et quand c'était de l'instinct, c'était quoi? Ça, c'était de l'instinct et c'était aussi de la formation. Parce que finalement, la photo, j'y suis arrivé par différents chemins. Parce que même dans le karaté, par exemple, la manière d'être conscient de sa position, la manière de s'arrêter dans le temps et d'être conscient de tout un environnement, ça me permettait d'avoir vraiment... 365. À 300, je visualise beaucoup les choses. C'est-à-dire, on peut très bien avoir une discussion, moi les yeux fermés, et créer tout un univers autour avec tous les détails qu'il faut. J'ai mon petit palais mental sympathique, ça me va très bien. Et ça m'aide aussi, même dans mon quotidien, à anticiper des situations, à anticiper, à avoir un peu de recul sur des problèmes. J'ai un problème dans la maison, à la famille, je prends ce recul-là et j'essaie et c'est le geste photographique qui m'aide à avoir cette notion. C'est pour ça que je me considère comme photographe, pas parce que je fais de la photo, parce que j'ai un esprit très visuel et j'ai un geste qui se rapproche beaucoup de la technique photographique. Le fait de pouvoir bouger, arrêter le temps, l'avancer, le reculer. Je connais un petit peu ça aussi dans le cinéma, mais c'est un peu différent. Dans la vidéo, si je suis indifférent, surtout que je suis pas vraiment dans le monde du cinéma, tu vois. Si je devais avoir un pouvoir, c'est de me démultiplier en mode Naruto, tu vois, 4000 moi-même. Chacun va faire des trucs et puis se rejoignent en fin de journée, ils se font une réunion. Mais bon, en même temps, c'est pas bon parce que l'un ne vivra pas l'expérience de l'autre. Non, je préfère rester une unité. Et du coup, si tu avais un pouvoir magique, ça serait lequel? Si j'avais un pouvoir magique, ça serait lequel? Je sais pas. Je sais pas parce qu'il y en a trop en fait. Il y en a trop qui sont relatifs au temps, qui sont relatifs à la gravité, qui sont relatifs... mais un pouvoir magique... Ah, non, jumper. Ok. Téléporter. Être là ou là, quand on veut, au moment où on veut, même ailleurs. Pouvoir être complètement en maîtrise. Kiff, ça revient par rapport au temps aussi, hein, mais être maître de l'espace et du temps. T'es quelqu'un qui contrôle, Mehdi, ou tu arrivais à un moment donné dans ta vie où tu sais lâcher prise? Ou est-ce que tu crois pouvoir lâcher prise, ou est-ce que tu aimes simplement cette idée que tu puisses lâcher prise? Il y a 10 000 questions dans ma question. Tu me réponds. Et c'est tout le problème. C'est tout le problème. Oui, parce que encore une fois, c'est jamais binaire dans ma tête. Ouais. C'est toujours plein de probabilités. Je m'inspire énormément de physique nucléaire, de physique quantique dans ma démarche. Je t'avais dit, je te parlerai de placebo. Et pour moi, c'en est une multitude de variantes et toutes les choix, toutes les décisions ne sont qu'une parmi énormément de possibilités. Donc parfois je contrôle et j'aime pas. Parfois je contrôle et j'aime beaucoup le contrôler. D'autres fois j'ai aucun contrôle sur la chose et je déteste. Mais aussi parfois, comme aujourd'hui et comme ces 2 derniers mois, je n'ai aucun contrôle et j'adore ça. Ouais. Parce que ça me permet d'être plus proche de moi, d'être moins complexé, d'être moins tiraillé à l'intérieur avec des questions impossibles. Et d'être plus à l'écoute de l'autre et moins dans le jugement
Ça me permet vraiment d'être, je crois, une meilleure version de moi-même. Alors que quand je contrôle, par définition, le contrôle nous oblige à avoir justement des définitions et des limites. Et si on commence à mettre des limites, on est obligé de classer les idées, les gens, les émotions, les choses. Et si on classe, on prend parti, donc on fait un choix et donc on juge. Et ça casse un petit peu. Ça dépend dans quel moment je suis. Si j'ai un tournage, je dois contrôler. Si j'ai un long tournage, quelque chose de précis, où j'ai une équipe de 5, 8, 10 personnes, il faut qu'il y ait un moment où il y ait du contrôle, jusqu'au moment où il faut que ça s'arrête. Et là, il faut que la partie un peu détachement reprenne, vu que chacun sait ce qu'il a à faire, etc. Je peux un petit peu souffler. Mais tu peux pas ne pas contrôler, sinon ça part en cacahuète très vite. Mais à côté, quand je suis en résidence, par exemple, ou quand je suis en train de créer une image dans ma tête, une photo que je vais faire ou la haja, je ne veux absolument aucun contrôle. Comme dirait Étienne Klein, il y a une conférence extraordinaire qui, je ne sais pas si tu connais Étienne Klein. Si. Mais vas-y, parle-en si tu veux. Alors, amis auditeurs, Étienne Klein est un grand physicien et un philosophe des sciences. Il est directeur de recherche au CERN, au LHC, donc entre Genève et la France, c'est ça? C'est un grand bidule circulaire qui s'appelle le collisionneur de hadrons et qui font des études sur la physique. Bref. Étienne Klein, il a une question. Est-ce que le passé existe encore quelque part? Et est-ce que le futur existe et qu'on y arrive? Ouais. Et c'est une très très belle conférence que je te conseille d'aller voir si tu l'as pas déjà vue. Non, pas encore. Et pourquoi on se disait ça déjà? Je sais plus. Mais c'est très bien. J'aime bien dans les mashahou, et je pense dans ma vie, des fois où tu penses, où tu fais certaines choses, et à un moment donné, tu t'arrêtes, tu te dis, mais pourquoi je suis venue dans la chambre? J'aime bien prendre conscience de... Ouais, ces petits moments de flottement. Et dans les mashahou, j'aime beaucoup quand mes invités me disent, mais pourquoi je dis ça? C'est pas grave. Non, entre l'opportunité finalement que tu donnes à l'artiste algérien de s'exprimer de cette manière et entre la souffrance que l'artiste algérien a de ne pas ni ça, déjà on ne sait pas comment parler et on a plein de sujets sur lesquels on doit parler et surtout certains types de médiums, certains médias, par exemple pour la photographie, il n'y a pas de magazine, il n'y a pas de journaux, il n'y a pas de site web, il n'y a rien où on peut s'exposer, il n'y a pas d'expo, il n'y a pas de tout ça. Et je crois que c'est la même chose pour tous les autres finalement, à part un peu les musiciens où ils peuvent un peu monter sur scène et dire les choses, mais kiff. Ils ont le même public qui a une même vision très... voilà. Et là, il a mis ses mains entre ses yeux. Donc très restreinte. Très des œillères, je pense. Très œillères, oui, c'est le cas. Moi. Mais du coup, toi, en tant qu'artiste, alors est-ce que déjà tu te définis en tant qu'artiste algérien? Artiste algérien. Écoute, les questions sont toutes... elles doivent toutes... elles doivent quand même 12 réponses. Parce qu'il faudrait définir juste artiste, ensuite algérien. Algérien, qu'est-ce que je sais? Algérien, quand je vois dehors aujourd'hui, quand on parle de l'algérianité, sortir un Hirak et prendre le drapeau des Moudjahidines, de Ali, etc., avec tout le respect que j'ai pour eux. Mais je veux dire, on est en train de chercher une identité qui est dans le passé, qui ne nous ressemble plus, qui n'existe plus. On a besoin de personnes qui vont nous donner envie de leur ressembler, des gens qui n'existent peut-être pas encore. Je veux dire, déjà cette recherche-là de cette algérianité via le passé, c'est le catch. On est là, ça fait des siècles qu'on cherche l'histoire de l'Algérie, depuis les Vikings au-delà, et on en sera. C'est une force énorme d'avoir toute cette richesse. Mais c'est aussi une catastrophe de ne pas pouvoir scinder tout ça en un seul bloc. Pour qu'on puisse avoir une identité, pour qu'on puisse se reconnaître, pour qu'on puisse ensuite se comparer et se encore reconnaître une deuxième fois et puis décider de ce qu'on a envie d'être. Et on est coincé là. Et puis être artiste, c'est comme être plombier ou autre chose. C'est un état, c'est un métier, c'est un choix de vie. Et c'est pas évident déjà de l'accepter.
C'est pas évident d'être reconnu par ses pairs et ses collègues pour les gens qui débutent dans l'art. Et c'est vraiment des questions sont très déstabilisantes. Et du coup, une autre question déstabilisante, deux autres questions, je vais te les poser comme ça à la suite. L'art et l'argent, quel est ton positionnement? Et peut-on séparer l'homme de son art? L'art et l'argent, c'est génial d'avoir de l'argent. Parce que c'est avec que tu peux faire. Ensuite, mieux et plus. Mais je ne pense pas, en tout cas en ce qui me concerne, dès que je suis en création, rien d'autre, n'importe. Je me demande pas est-ce que je vais la vendre, est-ce que je vais pas la vendre, est-ce que je vais la faire. J'ai des œuvres que j'ai vendues, que j'ai pas voulu donner parce que j'ai du mal à me séparer de cette image. Surtout que je fais pas de reproduction dans la photo. J'aime bien le principe de la peinture en photo, c'est de garder un seul modèle parce que pour moi c'est un travail, c'est une émotion. Je pourrais en faire des copies pour des posters et tout, mais l'œuvre elle-même, si je considère que c'est une œuvre, elle est unique. Et au-delà de l'art, déjà, j'ai un gros problème avec l'argent. Non, je te jure, je peux dépenser comme un déglingo quand j'en ai, et je peux rester très longtemps sans en avoir. Une expérience que j'ai vécue au Polisario extra. J'ai passé 15 jours à manger du riz dégueulasse, réchauffé tous les jours, le même qu'on te donnait le deuxième soir dans un camp militaire en pleine zone de guerre, une catastrophe. Mais je me suis jamais senti aussi libre parce que je n'avais déjà aucun objet autour de moi. J'avais rien. Regarde combien d'objets on a autour de nous. Ouais, bien sûr. Rien que sur cette table. Et là, j'avais que mon PC, ma caméra et mes vêtements que je pouvais même jeter parce que tes mains et ton cerveau. Et le fait d'être complètement moi sans autre chose, sans les objets, ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Après, j'aime beaucoup des millions de livres, 4 millions de coquillages, 3 millions de pierres, mais j'aime aussi être entouré par ces objets, mais pas l'argent. Je crois que l'argent, c'est par lui que commencent énormément de conflits. C'est tellement dégueulasse, c'est nécessaire. Bah oui, on peut pas vivre sans argent. Ouais. On peut pas vivre sans argent comme on aimerait, en tout cas vivre en ville, du moins. Je peux vivre très bien sans argent à Janet, peinard. Enfin, même l'argent. Même la manière dont on fait l'argent est différente. C'est l'approche. Aujourd'hui, je fais une pub, je reçois 200 000 dinars pour avoir fait rien, avoir signé un truc. Alors que je préférais aller sortir avec une quinzaine de chèvres et faire le tour du truc pour avoir mes 200 000 balles, tu vois. Non, mais là, on te les donnera pas, les 200 000 balles. Non, on te les donnera pas. Par contre, on te donnera du lait de chèvre et une peau de chèvre pour t'habiller. Donc, j'aurais plus besoin d'argent. Ouais. Pour acheter du lait et de la peau. Donc, voilà. Inch'Allah, quand je me retirerai, et ça va pas tarder, tu es un bienvenu à Janet. Ah ouais, avec grand plaisir. Non, mais je crois que je vais finir par me retirer. Je fais encore quelques petites choses parce que j'expose pas à Alger. J'expose jamais. J'ai exposé à Miami, j'ai exposé en France, j'ai exposé à Marseille, j'ai exposé en Espagne, j'ai exposé bientôt au Sénégal, en Marrakech. Ce n'est pas à Alger. Par envie? Par refus, je veux dire? Ou je crois, je n'étais par principe, j'y crois plus maintenant. Mais, oui, mais c'était une manière de faire, c'était une manière d'être révolté. C'était une manière de dire, je n'expose pas s'il n'y a pas de galerie pour un photographe. Je n'expose pas s'il n'y a pas de tireur. Je n'expose pas s'il n'y a pas d'imprimeur. Je n'expose pas s'il n'y a pas de public qui ait une culture du visuel, qui puisse lire. Donc c'était une manière un peu de dire, voilà. Je n'ai pas une haute estime de mon travail, hein. Au contraire, pas du tout. Si c'est pas mon entourage qui me pousse à aimer mes propres travaux, j'ai pas ça du tout. Mais voilà, c'était vraiment un engagement complètement con finalement. Ou pas? Si, parce que j'ai peut-être empêché des gens de voir certaines choses qui auraient aidé, qui auraient donné une réflexion, qui auraient assisté, parce que je vois que certaines de mes images ont un impact, vraiment. Et ça me fait super plaisir de voir qu'une photo comme ça fait du bien, ou là ça fait du mal, ou ça crée une réaction.
Je me dis que c'était juste du temps perdu parce qu'au final, il n'y a toujours pas d'expo, il n'y a toujours pas de galerie, il n'y a toujours pas de trucs. Pourtant, il y a de très très bons photographes. D'ailleurs, il y a une clique de photographes qui est en train de se construire avec Sonia Merabet et je sais pas, ça traîne en ce moment sur le truc. C'est 5 filles, femmes, donc, qui font un collectif. Tilawin. C'est génial. Ouais. Le design, c'est génial. Puis j'aime bien les travaux. Elle est super. Yasmine. Yasmine, elle est super. Tu vois, Yasmine, je me rapproche beaucoup d'elle en tant que photographe parce qu'elle a elle est auteure. Elle raconte des histoires via des visuels. Elle raconte, et c'est un petit peu ce problème, moi, que j'ai de montrer mes images ne correspondent pas du tout à l'Algérie d'aujourd'hui. On peut pas spécialement aimer ou pas, c'est bizarre. C'est pour ça que je t'ai demandé, est-ce que tu te définis comme artiste algérien et qu'est-ce qu'un artiste algérien? Oui, pour algérien, je suis algérien, c'est sûr, parce que déjà, j'aime être en Algérie. C'est-à-dire que si j'aime mon pays, j'aime profondément mon pays et j'aime. Je vais au marché, je vais voir les gens, je vais sur la bagarre, je vais voir tout ça, je vais sentir les bonnes et mauvaises odeurs, je vais aller découvrir des ascenseurs, je vais aller découvrir des portes, des escaliers, et puis descendre à Alger, c'est toujours magique, tu vois, à chaque fois tu vois une statuette qui n'était pas là hier, et un virage qui... Là aujourd'hui en venant chez toi, j'ai vu 3 maisons, j'étais J'aime beaucoup cette partie-là et qui ressort beaucoup dans mon travail. Donc la partie Algérie est là malgré moi. Que je le veuille ou pas. Tu te situes où actuellement avec ta culpabilité? J'étais sûr que ça allait me poser cette question. Je peux dire que je me sens coupable de plein de choses. Je me pardonne beaucoup de choses. Je me suis pardonné beaucoup de choses. C'était nécessaire pour avancer dans certains trucs. Je sais pas, je déprime très vite. Hein. Je me déprime au quart de tour. Là, il y a maintenant 3 ans quand même, ça va. J'ai déprimé sur 2 ans. Ouais. Succession de choses, beaucoup de problèmes, j'ai dû déménager, mauvais choix, j'ai donné beaucoup trop de temps à des personnes qui ne méritaient pas. D'ailleurs, il y a eu ma calvitie, j'ai perdu mes cheveux très jeunes, donc au démarrage c'est très déstabilisant, tu as des cheveux raides super longs et tu te retrouves, la chilette, tu n'as plus de cheveux, le regard de l'autre, tu te sens mal, il y a la partie qui rentre, les implants, les trucs... Tout ce monde-là qui m'a... Du coup, il faut de l'argent pour les implants. Ça m'a beaucoup bouleversé. Ça m'a beaucoup bouleversé et j'en ai fait un complexe. Et ensuite, j'ai vécu d'autres situations avec d'autres personnes et j'ai perdu beaucoup de confiance en moi. Je me suis déglingué. Je me suis vraiment... Donc là, ces 3 dernières années, je remonte, la photo m'aide beaucoup, les gens aussi m'aident beaucoup, ma famille, mes amis, toutes les personnes autour, c'est vrai. Mais j'ai repris beaucoup de confiance, j'ai plus de problèmes avec plein de choses, mais j'ai beaucoup de regrets et je me sens responsable de plein de choses aussi, que j'arrive pas spécialement à... Surtout en ce qui concerne... Moi, je crois que ça va passer en off, ça. Dites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime, vous savez bien que dans le fond je n'en crois rien, mais cependant je veux encore écouter ces mots que j'adore, votre voix au son caressant, qui les murmure en frémissant, me berce de sa belle histoire, et malgré moi je veux y croire. Oh, parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre.
suprême, je vous aime. T'aimerais connaître ton avenir ou pas? Ça deviendrait plus intéressant, je crois. Si j'aurais plus envie de jouer. Tu crois au destin? Oui, je crois au destin. Oui. Pour moi, c'est un chemin vers la justice. Et le hasard? Non. Non, je crois pas au hasard. Il n'y a pas de... Je crois au chaos. Je crois au qui est expliqué, qui est très... Je suis vraiment entre l'ésotérisme et la physique, très truc. J'aime bien prendre des objets de là et les ramener là. Même par rapport à la religion, quand j'essaye de lire des choses, des histoires, les histoires des prophètes et tout, j'adore toutes les religions. J'aime bien prendre les parties les plus qui paraissent les plus illogiques, qui paraissent éloigner la création, la croyance de la science, alors qu'au final, elle est Imbriqué. C'est la même définition, c'est juste qu'on a juste une vision un peu pas prête de la chose. Et de plus en plus, je crois que c'est le fait de travailler et sur le microcosme et sur le macro, donc entre l'astronomie et j'ai fait beaucoup de microphotographie et voir les objets et le vivant en microscopique. Je crois que c'est là que je suis croyant en fait. Avant, je suis juste né dans une famille musulmane, dans un pays musulman qui fait amen, tout ce que tu veux, mais c'est vraiment là où je me suis dit, ça marche de la même manière pour les nuages, pour les éléphants, pour les fleurs. Pour moi, c'est génial. Et c'est là où, de plus en plus, je retrouve que des paradoxes se déconstruisent et se deviennent des choses qui s'imbriquent finalement. Et ça pourrait être même dans des sujets très... si on prend Darwin et la création, je pourrais aussi en discuter, tu vois. Partir, rester ou partir pour mieux revenir? C'était prévu que je parte juste après mes études. C'était très clair dans ma tête, finance, New York. Je me voyais très bien avec mon mug sur... avec mon Times de 3 mètres, c'était moi, tu vois. Et à New York? À New York, à Central Park. À Central Park? Ah ouais, je me voyais. Non, c'était clair dans ma tête. J'avais préparé 2 millions de trucs, les dossiers, les trucs, c'était clair. Je voulais faire finance à New York. Vous savez, je suis parti complètement à côté. Je veux toujours faire New York aujourd'hui. Ouais, voilà, j'allais dire. Mais à Broadway, plutôt. J'ai changé de quartier. Mon mug toujours, mon Times toujours aussi. C'est un Vogue au lieu du Times, mais à Broadway. Et je suis jamais parti. Partir et revenir, oui, je suis pour partir et revenir toujours. Oui, c'est certain. Partir et revenir, ça c'est sûr. Et c'est important qu'on puisse partir pour se former et voir d'autres choses et les ramener ici. Et c'est tout le problème qu'on a en ce moment avec la diaspora, avec qui on s'entend pas du tout. Qu'on le veuille ou non, c'est le cas. Parce que ça part, ça se construit, ça remplit plein de choses. Ça part généralement dans des milieux très précis, très... non, même pas parisien, très 16e, je dirais. Et ça revient avec une certaine arrogance, avec une méthode très... Même, je sais que tu n'aimes pas le mot, mais occidentale quand même. Et c'est pas la bonne démarche avec nos Algériens. C'est pas du tout la bonne démarche de venir sur son grand cheval blanc et d'essayer d'apprendre des choses et de faire des projets à toi, petit orphelin de la vie. Et c'est chiant parce qu'on a tellement de choses à apprendre de cette diaspora, de nous-mêmes là-bas, de nous-mêmes après notre retour. J'ai beaucoup bossé avec plein de personnes qui vivent aujourd'hui, qui sont partis parce que même eux ils le vivent mal. Ils viennent là, ils viennent pour aider le pays, ils sont traités comme de la merde. Donc il faut quand même, ciao le pays, moi je pars, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je suis bien moi dans ma vie. Donc on n'arrive pas encore à trouver ce crochet-là, et je crois que c'est par manque d'aller-retour, justement. Il faut qu'on puisse bouger beaucoup plus,
et aussi sur le sud, un peu moins vers le nord. Ouais. Si on bouge un peu, si on a la possibilité d'aller au Mali, Niger, tu vas à Agadez, tu t'en vas, tu descends à Sali ou à Dakar, tu vois des gens qui sont tellement différents déjà par la couleur de base. Et puis qui sont tellement proches de ce que tu réfléchis, de comment tu vois, de comment Fdar, de l'Harma, de trucs, incroyable de voir. Et je crois qu'on a besoin de Mazal. C'est un pays trop jeune. Je crois pas en notre vivant, on verra l'Algérie quand on espère, en tout cas, enfin que je m'imagine. Je n'espère pas la voir dans mon vivant. Il y a trop de choses à faire. Ça se fait, mais Mazal, bzaf. Parfois on est dur avec l'Algérie parce qu'il y a plein de Hagaren et qu'on a envie de vivre un peu, on a envie de souffler, on a envie de nous donner de l'espoir et de donner de l'espoir à ceux qui arrivent. Et d'autres fois, il faut aussi se dire qu'on est un pays trop jeune pour espérer pouvoir. On est trop loin, on a cette chance d'avoir le recul des pays développés parce que finalement ils ont fait des erreurs, donc maintenant on doit capitaliser ces informations-là, mais ça se fait pas. Mais on le fait pas, c'est ça. On ne le fait pas, mais en même temps, c'est pas. Il faut beaucoup de temps. Ouais. Le temps, c'est le pansement de pas mal de choses. Et du coup, est-ce que tu peux me dire ta plus grande peine, Mehdi? Je crois pas que j'ai eu une plus grande peine, j'ai eu beaucoup de peine. J'ai eu de la peine, j'ai choc direct. Pour mon père, j'étais jeune et il a eu un accident et il s'était brûlé le bras, l'électricité, etc. Jusqu'à aujourd'hui, quand je sens cette odeur, j'ai mal au ventre. J'ai mal au bas-ventre, et d'ailleurs même quand je vois une blessure ou peu importe, j'ai toujours le même sentiment. C'est bizarre d'ailleurs, j'ai mal au bas-ventre. J'ai mal, genre, c'est tellement... J'aime pas du tout cette sensation, et quand je sens aujourd'hui avec le truc, j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça, ou jusqu'à ce que j'ai fait beaucoup de mauvais choix parce que j'avais trop d'empathie à des personnes qui finalement ne méritaient pas. Je peux pas choisir qui mérite ou pas, mais qui ne considéraient pas ma présence pour eux à sa juste valeur. Et c'est pour ça que je pleure de moins en moins pour des problèmes. Je pleure pour une fleur, pour une fille, pour la vie, pour un déçu, pour tout ce que tu veux, mais pas pour un problème ou pour une personne, parce que j'ai pleuré beaucoup trop pour les mauvaises raisons. Donc j'ai comme un déficit, j'ai comme une dette de mes larmes que je ne dois pas à Mazal, je ne dois pas encore consommer. Tu t'aimes, Mehdi? Parfois, c'est rare. C'est rare, et quand ça arrive, je me le dis direct. Je me dis, ah, t'es beau gosse, je t'aime bien aujourd'hui. Mais c'est rare, surtout après les années que j'ai passées où je peux dire que je ne m'aimais pas du tout. Quand je suis dans cette situation-là, je fais beaucoup d'autoportraits. Si un jour une personne vient te voir et veut prendre le même chemin artistique que toi, quel est le conseil que tu lui donnerais qu'on ne t'a jamais donné? Je crois que c'est un conseil que je donne déjà. Parce que je suis entouré de plein de jeux. J'aime beaucoup ça et j'adore participer à la création de quelqu'un. J'aime beaucoup. Et juste faire. Vas-y, fais, tu peux le faire. Tu vas le faire et tu vas le faire bien. C'est vraiment faisable. Il suffit juste de le vouloir assez fort et d'avoir assez de bien serrer la ceinture, et vas-y, vraiment, you can do it, à l'aise, à tous les niveaux, parce que j'ai fait plein de choses de mon métier, de par mon métier, de plein de trucs. J'ai fait plein d'échecs évidemment, mais aussi j'ai réussi plein de choses. J'ai mis en scène des spectacles, j'ai tourné avec de grandes personnes, j'ai pris des photos de très grandes personnes, j'ai voyagé, j'ai fait de la presse, j'ai fait du journalisme, j'ai fait de la photo d'art, j'ai fait de la sculpture. Et je ne considère pas que je suis un génie. Je considère vraiment que n'importe qui peut faire de manière unitaire ou globale tout ça. Et mis à part mes parents qui m'ont toujours poussé à faire tout ce que j'avais à faire, même s'ils ne comprenaient pas le choix d'être artiste,
Mais ils ont toujours accepté, ils m'ont poussé à le faire, moi, mes proches. Mais de l'extérieur, le monde de la création, euh, complètement disloqué, en fait. C'est une petite clique qui sort généralement des instituts d'ECTA ou la Décarvie et qui reste dans ce monde-là et qui paraît tellement hautaine et d'un autre univers que les gens qui ont cette fibre n'osent pas l'exploiter, n'osent pas. Et là, en ce moment, je t'avais parlé de Amin tout à l'heure, le jeune homme, avec, il fait du rentre-dedans en ce moment. Il faut que tu danses, il faut que tu écris, il faut que tu fasses des films. Et j'essaie de montrer, je crois que c'est ça que je dirais. Juste fais-le, aie confiance en toi, tu peux le faire et tu peux bien le faire. On a la chance en Algérie. C'est pas une chance, c'est à la base, mais c'est une chance de ne pas avoir autant de créateurs, de ne pas avoir autant de concurrence, de ne pas avoir rien qui n'a été fait. Ça veut dire que si on fait quelque chose de correct, déjà, il peut fonctionner. Ensuite, on peut le faire pousser, on peut le faire évoluer. Mais déjà, commencer par quelque chose de simple, c'est à la portée de tous. Il n'y a pas d'artiste, la fibre artistique, je ne crois pas. Il faut du travail. Il faut que tu bosses. Ouais. Il faut bosser. Ouais. Il faut bosser sur ta sensibilité. Ouais. Et une fois qu'elle est débloquée, cette sensibilité-là, tu peux faire ce que tu veux, je pense. Ou je dis n'importe quoi. Ou pas. Ou pas. Les 2 questions rituelles que je pose à mes invités. La première, c'est quelles sont les personnes que tu aimerais écouter à Machahou? Une personne que tu pourras pas inviter parce qu'elle est décédée. Ah, on me le demande souvent, ça. C'est qui? Aïda Lazib. Ouais. Je sais pas si tu connais. Si. C'est une grosse peine, Aïda Lazib. Grosse peine. J'ai passé l'âme d'un petit peu. Ouais. C'est une femme géniale. D'ailleurs, je suis censé, on m'a donné une autorisation à l'Arc de faire un théâtre. Et j'ai le théâtre Aïda Lazib. Je suis censé faire des travaux à Dessef. J'aurais beaucoup voulu que tu lui parles. Elle est géniale, cette femme. Géniale. Il y a un berger qu'il faut que tu vois qui vit à Janet. Si tu viens à Janet, je te le montrerai. Ouais. C'est un gars formidable. C'est en Tamashak, le berger, c'est Amanar. Ouais. Ça veut en même temps dire celui qui connaît le chemin et aussi c'est le berger. Et j'ai fait un reportage avec ce gars-là en allant vers Libya. Ouais. Et c'était une quinzaine de jours qu'avec des moutons, des chèvres et des chameaux. Et c'est un gars avec une sagesse. Donc lui, il faut que tu le rencontres. Il faut que tu rencontres aussi un musicien touareg, Bekrin, excellent, qui a une voix, on dirait, je lui ai dit, on dirait une lame, vraiment une lame de rasoir, enrobée de coton. Rifa, peut-être. Rifa, mon amie, Rifa, parce qu'elle a une vie extraordinaire, qui fait des parties aux États-Unis, un peu, elle est revenue, elle a Qatar, elle s'est mariée, elle a divorcé, c'est vraiment c'est génial. Moi, elle m'inspire énormément dans son courage depuis son enfance, dans sa manière de rebondir, c'est un chat. Sa manière de reconstruire sa vie, sa manière de repartir de là où elle s'est arrêtée, ou peu importe, elle s'arrête pas. Elle s'arrête pas, elle est yogi aujourd'hui, elle est prof de yoga, c'est avec elle qu'on fait ce que je t'avais dit. Et c'est ma soeur, quoi. C'est ma meilleure amie. J'aimerais beaucoup que tu lui poses toutes ces questions et qu'elle te raconte un peu. Avec plaisir. Mais je te dirais, je te dirais, je connais. Et la dernière question, c'est qu'est-ce que pour toi Machahou? C'est un bon prétexte. C'est un pouvoir aussi. Parce que je crois que tu fais simplement des choses qui ont un impact dont tu ne te rends même pas compte. Ou peut-être que si. Mais être créateur, être différent dans un pays qui ne veut pas de différence, c'est lourd. Et de par ta personne, mais aussi ta formation et ton support, ton médium, il y a une très bonne composition pour que l'on se sente confiant, rassuré, mais aussi pas complètement inutile. Parce qu'on sent que des gens vont l'écouter, d'autres gens vont encore l'écouter, d'autres gens vont encore l'écouter, que Balakeshnar, on va être appelé à faire un Machahou à 30 personnes à la fois. Ce serait génial. Et qu'il n'y en a pas où dire tout ça.
Moi, je vais à la radio, j'ai été interdit plusieurs fois à la radio parce que je dis des choses comme j'ai envie de les dire. Je passe par la télé parce que j'aime pas la télé, j'en ai pas déjà. Sinon, mon expression artistique, même si je me l'avoue pas complètement, mais elle n'est pas populaire, j'ai envie de créer quelque chose qui frappe tout le monde tout de suite, tu vois, mais ça vient pas. Et le fait d'être comme ça, proche, c'est une voix. Tu nous donnes une voix vraiment et ça fait... Merci Mehdi. Merci à notre invité d'être venu nous raconter ça, Macharon. Si vous souhaitez le suivre ou prendre contact avec lui, nous vous avons mis toutes les informations dans le descriptif de ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode de Macharon, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes dès leur diffusion. Vous pouvez aussi nous aider à faire connaître Macharon en parlant autour de vous et en laissant une note ou un commentaire sur l'application de votre choix. Si vous voulez prolonger la discussion, poser des questions, nous suggérer des invités, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux, par mail et sur notre site internet. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter Macharon et à très bientôt.